Dans l'aile la plus isolée de la prison, le silence n'était rompu que par le bourdonnement intermittent des lumières fluorescentes et l'écho lointain des pas des gardes. Elias Montero, allongé sur un lit métallique étroit, gardait les yeux fixés sur le plafond taché, comme s'il cherchait un morceau de ciel qu'il ne reverrait plus jamais. L'exécution était prévue pour 2 jours plus tard, mais le poids du temps semblait sans importance étant donné l'immobilité dans laquelle il se trouvait. Rien d'autre ne le reliait au monde extérieur, à l'exception d'un souvenir vif, persistant comme le battement d'un cœur résili. Spirit, le cheval-bec qu'il avait élevé alors qu'il n'était encore qu'un jeune garçon à la campagne. L'esprit n'était pas seulement un souvenir. C'était un refuge, un symbole de liberté et la seule image qu'Elias pouvait revisiter sans douleur. Il se souvenait des matins froids à la campagne, des sabots rythmés sur la terre humide, du bruit du vent coupant les sentiers où il chevauchait. Au milieu d'une existence réduite au barreau et au béton, c'est ce souvenir qui le maintenait ensemble. Alors, lorsqu'on lui demanda quel était son dernier souhait, Eli n'hésita pas. Il a demandé à voir le cheval. Une demande inhabituelle, perçue de manière étrange par la bureaucratie pénitentiaire, mais néanmoins enregistrée et transmise. En attendant une réponse, il resta silencieux, non pas par résignation, mais parce qu'il avait déjà dit tout ce qu'il avait à dire au monde qui ne l'écoutait jamais. Aux étages supérieurs, le directeur de la prison a examiné le formulaire de demande finale. Habitué aux demandes impliquant des plats précis, des livres ou des visites finales, il est tombé sur quelque chose de presque enfantin, un cheval. Il sentit, pendant un instant, le pouls d'une époque où les hommes, même au bord de la faim, pouvaient encore avoir de véritables liens avec quelque chose de pur. Mais il est vite revenu à la rationalité imposée par sa position. Amener un animal en prison était un défi logistique, sanitaire et émotionnel. Pourtant, quelque chose dans cette demande l'a interpellé et il a décidé de consulter ses supérieurs. Le lien avec le département de la sécurité a révélé l'absence de précédent, mais aussi une faible marge de décision. Les techniciens ont pris en compte la sécurité, les risques et le contrôle de la santé. La réponse est venue avec un peut-être conditionnel. L'autorisation dépendrait de l'origine de l'animal, des conditions de transport et de la confiance accordée à celui qui l'a amené. Le réalisateur prit une profonde inspiration et chercha le dernier contact connu de quelqu'un qui pourrait trouver Spirit. Il n'y avait aucune garantie, seulement la mince possibilité d'accorder à un homme, même condamné, une dernière étincelle d'humanité. Pendant que les bureaucrates décidaient du sort de sa demande, Elias restait plongé dans le souvenir de l'esprit. Il était impossible d'oublier le jour où, alors qu'il était encore un garçon, il a vu le poulain pour la première fois. Ses grands yeux attentifs, sa fourrure brillante et sa façon de s'approcher sans peur, comme si elle le reconnaissait. Depuis lors, ils étaient devenus inséparables. Ils chevauchaient au crépuscule, traversant champs et ruisseaux, et le garçon apprit à écouter le monde non pas à travers des mots, mais à travers le rythme des sabots et le souffle du vent sur le cou de l'animal. Les souvenirs sont venus comme des vagues. La première chute, la peur, le rire du père qui regarde de loin. Le sentiment d'accomplissement lorsque vous avez réussi à sauter le premier obstacle. Les jours orageux où Spirit hennissait à l'intérieur de la grange et où Elias se tenait à ses côtés en racontant des histoires inventées. C'était l'époque où je croyais encore à la justice, à la bonté, à la permanence. L'image de l'esprit n'était pas seulement un souvenir. C'était ce qui restait de son identité avant que le monde ne s'effondre. Parmi le personnel pénitentiaire, la demande d'Elias est devenue un sujet de conversation. Les commentaires étaient accompagnés de rires étouffés et de regards curieux. Un condamné voulant voir un cheval semblait être une fable déplacée. Certains disaient que c'était le dernier caprice d'un homme vaincu, d'autres disaient qu'il y avait quelque chose de noble dans ce désir silencieux. Mais même parmi les sceptiques, il était impossible d'ignorer la légère perturbation que cette demande causait, comme si elle révélait quelque chose que tout le monde avait appris à cacher, l'humanité derrière les chiffres et les phrases. Le directeur, pris entre les délais d'exécution et la nécessité d'un avis final, a réussi à entrer en contact avec Miguel Duarte, un ancien employé du ranch où Elias avait grandi. La voix du vieil homme semblait hésitante au téléphone, mais toujours ferme. Il était toujours là, et Spirit aussi. Pas avec la même vigueur qu'avant, mais vivant, docile et apparemment en attente de quelque chose. Lorsqu'il raccrocha, le directeur eut une certitude inconfortable. Si le cheval franchissait les portes de la prison, quelque chose de plus grand que prévu pourrait se produire. Mais peut-être, pensa-t-il, était-ce exactement ce dont le monde avait besoin. Quelque chose d'improbable, mais vrai. Le vent soufflait doucement sur les champs bas, tandis que Miguel Duarte brossait la fourrure vieillissante de Spirit, qui arborait désormais des mèches blanches autour de ses yeux.
Le vieux cheval gardait un regard serein, comme s'il reconnaissait encore les mains qui avaient pris soin de lui pendant tant d'années. Miguel, le visage marqué par les rides et le corps courbé par le temps, murmurait des pensées tandis qu'il passait la brosse sur les côtes de l'animal. Au fond de lui, il sentait que l'esprit portait aussi en lui l'absence d'Élie, comme si, même sans en comprendre les raisons, le cheval savait que quelque chose de précieux lui avait été enlevé. L'appel du directeur de la prison avait été inattendu, comme un écho lointain d'une vie oubliée. En entendant la demande d'Elias, Miguel sentit une boule dans sa gorge qui l'empêcha de répondre immédiatement. Le garçon qu'il avait vu grandir, le même qui passait des heures avec Spirit sous le ciel ouvert, était maintenant au bord de la mort. Et je voulais voir le cheval. Cela lui semblait à la fois simple et immense. Dans les yeux de Spirit, qui le fixait désormais en silence, Miguel ressentait l'urgence de retrouvailles qui ne pouvait être niée. Alors qu'il préparait Spirit pour le voyage, Miguel se retrouva à revisiter des souvenirs avec Elias. Il se souvenait des jours où le garçon apparaissait avec le visage couvert de terre et les yeux pleins de rêves. Toujours curieux, toujours gentil avec les animaux, Elias n'a jamais élevé la voix, même face aux rigueurs du travail dans les champs. Lorsque le père du garçon a disparu dans des circonstances mystérieuses, Miguel était le seul adulte à rester à proximité, essayant de combler le vide avec des routines dans l'écurie et des histoires au coin du feu de camp. Il n'a jamais cru à la version qui condamnait Élie. Ce crime brutal commis dans la ville, associé à un mobile fragile et à des preuves fragiles, n'a jamais eu de sens pour ceux qui connaissaient le garçon de près. Pendant des années, Miguel avait essayé de prendre ses distances avec la douleur de voir le garçon emmené menotté, traité comme un monstre par un système hâtif. Mais maintenant, avec la demande venue de la prison, il comprenait qu'il y avait encore quelque chose à faire. Ce voyage, à ce moment-là, était bien plus qu'une simple promenade à cheval. C'était peut-être la dernière chance de faire éclater une certaine vérité. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne se lève, Miguel enfila sa plus belle chemise en lin, cira ses bottes et prépara la vieille caravane dans laquelle Spirit voyagerait. Le cheval entra calmement, comme s'il sentait que le voyage avait un but. Le vieux camion craquait sous le poids des années, mais Miguel était déterminé. Le voyage vers la prison exigerait de l'endurance, de l'attention et du courage, mais il portait avec lui plus qu'un animal. Il portait des souvenirs, de la loyauté et peut-être un soupçon de justice. Alors que j'ajustais la bâche et examinais les documents requis, une vieille enveloppe est tombée d'un dossier oublié. Il y avait une lettre qui n'a jamais été envoyée, écrite par Élie au début du procès. Miguel était réticent à le lire, mais il a fini par ouvrir le papier jauni. Les mots étaient remplis de douleur et de gratitude, mais il y avait aussi un passage qui a retenu son attention. Un souvenir tronqué de la nuit du crime, avec des détails qui n'avaient pas été mentionnés au tribunal. Quelque chose dans cette histoire a fait que Miguel a serré le papier contre sa poitrine. L'histoire était bien plus complexe que ce que l'on pensait. Avant de prendre la route, Miguel a fait un détour par une maison isolée à la périphérie d'un village voisin. Il y avait là un homme qui, il y a des années, avait travaillé avec le père d'Elias dans une entreprise peu connue. Il était réservé, craint par beaucoup, et évitait toute mention de la disparition qui a précédé l'effondrement de la famille Montero. Lorsque Miguel est arrivé, l'homme n'a pas été surpris, comme s'il savait déjà que ce jour viendrait. La conversation fut brève, dense et marquée par des silences plus lourds que les mots. Ce que Miguel a entendu n'était pas une confession, mais cela a suffi à semer un profond doute sur tout ce qui avait été dit au tribunal. Le vieil employé est parti sans document, sans enregistrement, mais avec une certitude inconfortable dans la poitrine. Le voyage en prison n'était plus seulement une faveur faite à un condamné. Il faisait partie d'une promesse tacite selon laquelle, même s'il était trop tard, la vérité méritait encore une chance. La timide lumière du matin filtrait à travers les fenêtres opaques du salon spécial. Le sol était froid, les murs étaient stériles et l'atmosphère portait le poids de tous les adieux qui s'étaient déjà produits là-bas. Lorsque la porte s'ouvrit et que le bruit des sabots de Spirit résonna dans le couloir, Elias sentit l'air quitter ses poumons pendant un instant. Le temps semblait s'être arrêté. Devant lui, le vieux cheval apparaissait comme une apparition, âgé, mais imposant, ses yeux toujours vivants, comme si moins d'un an ne s'était pas écoulé depuis leur dernière rencontre. Elias s'approcha lentement, sentant chaque muscle de son corps trembler. L'approche de Spirit fut immédiate, sans hésitation, comme s'il reconnaissait dans l'odeur et la posture de l'homme ce garçon qui l'accompagnait à travers les champs. Lorsque les deux se touchèrent enfin, il n'y eut aucun bruit autre que leur respiration lente. Ce furent des retrouvailles sans parole, où seule la chaleur des mains et le museau contre la poitrine disaient tout. Le temps, la prison, la douleur. Pendant un instant, tout a disparu. Le contact avec l'esprit a éveillé plus que de la tendresse.
Cela a fait remonter à la surface des souvenirs douloureux qu'Ellie avait profondément enfouis. Lors de cette terrible nuit où tout a basculé, il était loin de la scène du crime, essayant de sauver la petite ferme après la disparition soudaine de son père. La police, sous la pression d'une affaire très médiatisée, a cherché des réponses rapides. Elias, jeune, sans ressources et avec un lien familial fragile, était devenu la cible parfaite. Tout a été construit sur des hypothèses et des preuves fragiles. Tandis qu'il caressait la crinière du cheval, des flashs de cette nuit lui revinrent comme des éclairs. L'arrivée de la police, les cris de sa mère, le bruit des menottes. À aucun moment il n'y avait de place pour sa voix. Lorsqu'il a essayé d'expliquer où il était et ce qu'il faisait, ses paroles ont été noyées par le récit déjà établi. L'image qui est restée dans le monde était celle d'un garçon froid et silencieux, alors qu'en fait il était sous le choc, trahi par le système même qui était censé le protéger. Miguel, qui avait observé les retrouvailles de loin, s'est finalement approché à pas lents. Dans ses mains, l'enveloppe jaunie portait un poids qui dépassait le papier. Il avait décidé de le remettre là, à ce moment-là, alors que le cœur d'Ellie battait encore fort et que son âme était ouverte. Sans un mot, il tendit le document. Ellie reçut la lettre avec des mains tremblantes, reconnaissant immédiatement l'écriture ancienne, écrite dans les premiers jours après l'arrestation. En relisant ses propres mots oubliés, Elias a découvert des détails qu'il ne se souvenait plus avoir enregistrés. Il y a eu des mentions d'un camion arrêté près de la route du ranch, du bruit de voix inconnue près de la grange et d'une silhouette encapuchonnée sortant de l'arrière. À l'époque, personne ne s'est intéressé à cette histoire. L'avocat commis d'office ne l'a même pas porté devant les tribunaux. Mais maintenant, avec tout ce que Miguel avait découvert, ces détails pulsaient à nouveau avec une force renouvelée. C'était plus qu'un souvenir. C'était un indice. Miguel s'agenouilla à côté d'Elia, comme s'il partageait un fardeau qui n'aurait jamais dû exister. Il a raconté, avec des mots mesurés, la visite qu'il avait faite avant le voyage. Il a parlé de l'homme silencieux qui portait les secrets du passé, du lien oublié entre le père d'Elias et des personnalités influentes de la région, et de la façon dont le récit officiel a toujours évité certains noms et lieux. Rien n'était encore une preuve concrète, mais les pièces commençaient à bouger dans une autre direction. Elias écoutait en silence, son corps toujours appuyé contre l'esprit. Il n'y avait aucune colère dans ses yeux, mais une profonde tristesse, façonnée par des années de négligence. Mais au sein de cette tristesse, quelque chose de nouveau a commencé à naître, l'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un a non seulement cru en lui, mais a également apporté avec lui des chemins possibles. Et tout a commencé là, avec la demande improbable de voir un cheval qui ne l'avait jamais oublié. Dans une petite salle d'archives du bureau d'état civil de la ville, Miguel et un jeune avocat nommé André fouillaient dans des cartons poussiéreux. La lumière était faible, l'odeur du vieux papier dominait la pièce et les dossiers étaient mal organisés, comme si le temps et la négligence avaient intentionnellement effacé les traces. Ils recherchaient des documents reliant la famille d'Elias à des conflits fonciers ou à des dossiers financiers suspects, en particulier dans les mois précédant le crime. Après des heures de recherche dans des dossiers, un document a retenu mon attention. Un ancien acte partiellement effacé, indiquant un changement de propriété du terrain de la famille Montero à une société écran. Le nom de l'un des intermédiaires coïncidait avec celui de l'homme que Miguel avait visité avant le voyage. Le lien semblait indirect, mais la date correspondait à la disparition du père d'Elias. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, formant une silhouette obscure autour du vieux récit officiel. Suite à la perquisition, André a trouvé une enveloppe non marquée, collée à l'intérieur d'un dossier. À l'intérieur, un contrat de prêt informel avec des clauses abusives et des signatures qui ont suscité des soupçons. La société créancière, dont on savait désormais qu'elle était fictive, appartenait à un groupe lié à des personnalités politiques locales. Elias, encore mineur à l'époque, n'était même pas mentionné comme héritier, comme si son existence avait été stratégiquement effacée. L'avocat, expérimenté dans les affaires d'accaparement de terres et de corruption, a reconnu les schémas de dissimulation. Le contrat, combiné à la disparition du père et à la vente éclair de la propriété, a créé un scénario dans lequel des intérêts louches auraient pu motiver le crime pour lequel Elias a été condamné. Cela ne prouve pas directement son innocence, mais cela a complètement sapé l'argument de l'accusation selon lequel personne d'autre n'était impliqué. La structure de la condamnation commençait à se fissurer de l'intérieur. Avec les nouveaux documents en main, André décide de rechercher un ancien témoin dans l'affaire, un homme nommé Nestor, qui à l'époque avait affirmé avoir vu Elias près de la scène du crime. Désormais à la retraite, Nestor vivait dans un quartier périphérique, loin de la ville. Lorsque l'avocat le rencontra, le vieil homme hésita, méfiant, mais finit par autoriser la conversation.
Ils étaient assis sur le porche en bois, le chant des oiseaux interrompant le silence tendu. Tandis qu'André révélait les nouvelles découvertes, Nestor commença à trembler légèrement. Finalement, il a admis qu'à l'époque, il avait été contraint de confirmer une histoire qui lui avait été présentée déjà préparée. Je n'avais jamais vu Elias en costume cette nuit-là. J'avais seulement entendu des rumeurs et répété ce que les gens disaient qu'il avait dû voir. Ces aveux, bien qu'informels, ont renforcé le soupçon que le procès avait été mené sur la base d'un récit fabriqué de toutes pièces. Pendant ce temps, à la prison, le directeur a reçu un appel urgent. Miguel et André voulaient présenter formellement les nouvelles preuves et demander une suspension immédiate de la procédure d'exécution. C'était une demande audacieuse, mais le poids des documents et le récit de Nestor ont donné du poids à la revendication. Le directeur, visiblement ébranlé, a programmé une réunion extraordinaire avec le bureau du défenseur public et des représentants du ministère de la Justice. Elias, toujours dans la cellule spéciale, ne connaissait pas les détails, mais il sentait un changement dans l'air. Les gardes marchaient plus vite et leur regard était moins froid. À ce moment-là, le temps a commencé à peser à nouveau sur nous, mais maintenant comme un espace de possibilités. Quelque chose s'était déclenché. Et tandis que Spirit était allongé dehors, les yeux mi-clos au soleil, le fil d'espoir qui semblait simplement symbolique commença à se transformer en un véritable mouvement. Dans les locaux administratifs de la prison, l'atmosphère était différente. Les téléphones sonnaient sans arrêt, les documents étaient copiés à la hâte et le directeur allait et venait, portant des dossiers et des rapports. L'équipe juridique du bureau du défenseur public s'est mobilisée avec une urgence rarement vue, sachant qu'il ne restait que quelques heures avant l'exécution. La nouvelle documentation était en cours d'organisation pour être soumise au bureau du gouverneur, dans l'espoir d'obtenir un ordre qui arrêterait le processus. Pendant ce temps, Elias restait dans sa cellule, écoutant les bruits de mouvements qui approchaient, mais sans savoir ce qu'ils signifiaient. La tension accumulée faisait que le temps passait de manière irrégulière, parfois trop lentement, parfois par à-coups. Spirit, à l'extérieur, avait été hébergé dans une zone sécurisée, mais la pensée que cette rencontre aurait pu être sa dernière consumait toutes les pensées d'Elias. L'homme s'est retrouvé au bord de l'abîme, suspendu à un fil de révélations qui sont peut-être arrivées trop tard. De l'autre côté de la ville, le bureau du procureur avait été convoqué à la hâte pour examiner les documents envoyés par la défense. Le procureur chargé de l'affaire initiale n'était pas présent, remplacé par un assistant moins impliqué dans le passé du parquet. À chaque nouvel article analysé, la salle sombrait dans un silence plus profond. Les liens avec la société écran, l'aveu du témoin et les documents omis ont créé une image de doute profond. La défense, à son tour, a insisté sur le fait que, même sans preuve concluante de l'innocence d'Elias, il existait des preuves claires que le processus avait été compromis. L'argument était simple et convaincant. Tant qu'il y aurait un doute raisonnable, l'exécution serait irréversible et inacceptable. La pression montait et l'accusation commença à reculer, reconnaissant qu'il fallait au moins plus de temps pour examiner les nouveaux faits. De retour à la prison, le directeur a dû faire face à son dilemme le plus difficile. Sur le plan juridique, il n'y avait toujours pas d'ordre de suspension formelle. Mais moralement, les preuves ne pouvaient plus être ignorées. Le protocole stipulait que les préparatifs de l'exécution devaient se poursuivre, y compris la préparation de la cellule finale et les procédures médicales. Il regarda sa montre, puis le rapport fraîchement imprimé intitulé « Demande de suspension urgente », toujours sans tampon officiel. Dans son bureau, les fenêtres entr'ouvertes laissant entrer l'odeur sèche de la fin d'après-midi, le directeur contemplait l'image encadrée de sa fille sur la table. Il se souvenait de la première fois où Elias était arrivé à la prison. Un garçon calme, aux yeux propres, qui n'avait jamais d'ennui, même avec les pires d'entre eux. Au fond de lui, il souhaitait que la décision finale vienne de l'extérieur, afin de ne pas avoir à porter seul le fardeau de choisir entre le devoir et la conscience. Puis, quelques minutes avant le moment prévu pour qu'Elias soit transféré dans la chambre d'exécution, un appel est arrivé. Cela venait du bureau du gouverneur. L'ordre était clair. Suspension temporaire accordée pour 48 heures, le temps d'enquêter sur les nouvelles preuves et de demander une réévaluation judiciaire. Le réalisateur n'a pas réagi immédiatement. Il a simplement fermé les yeux et a expiré profondément, comme s'il avait retenu son souffle pendant des années. Dans la cellule, Elias entendit le bruit de pas qui approchaient. Mais cette fois, l'essentiel n'était pas de le conduire à la mort. Le garde l'observa avec des yeux larmoyants et dit simplement qu'il lui restait encore 2 jours. Elias, silencieusement, s'appuya contre le mur, essayant de contenir le tremblement dans son corps. Ce n'était pas la liberté. Ce n'était pas encore justice. Mais c'était la vie.
Et à ce moment-là, c'était tout ce qu'il pouvait souhaiter. 2 jours après le sursis d'exécution, la tension dans la prison avait cédé la place à une attente silencieuse. L'audience extraordinaire s'est déroulée à huis clos, en présence de nouveaux avocats, de représentants du bureau du défenseur public et de membres du bureau du gouverneur. Les preuves recueillies ces derniers jours, désormais dûment formalisées, ont démantelé les fondements de la condamnation initiale. Compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance de libération a été émise en urgence, accompagnée d'une demande de réexamen complet de l'affaire. Lorsque la porte de la cellule s'ouvrit pour la dernière fois, Elias ne se leva pas immédiatement. Il lui a fallu quelques secondes pour réaliser que c'était réel, que les années d'attente, de douleur et d'isolement avaient finalement trouvé une issue différente. Le gardien, qui l'avait toujours traité froidement, lui a remis les papiers de libération avec des mains tremblantes. En franchissant les portes de la prison, Eli sentit l'air frais comme s'il respirait pour la première fois. Dehors, sous la chaude lumière du soleil de l'après-midi, Spirit l'attendait à côté de Miguel. Le trajet de retour fut silencieux, interrompu seulement par le bruit constant des pneus sur la route et le hennissement occasionnel de Spirit. Miguel conduisait les yeux fixés sur la route, mais avec une âme soulagée. Elias, assis à proximité, observait les paysages familiers avec des yeux larmoyants. Chaque courbe, chaque arbre, chaque clôture, tout cela semblait faire partie d'un monde qui lui avait été volé, mais d'une certaine manière, il le reconnaissait encore. En arrivant au vieux ranch, Elias est sorti de la voiture sans se presser. L'endroit était vieux, mais vivant. La grange encore debout, le corral envahi par les mauvaises herbes et la maison à la peinture écaillée. Tout portait les marques du temps, mais aussi de l'attente. L'esprit fut libéré, et comme guidé par des souvenirs, galopa à travers le champ avec une légèreté qu'Elias n'aurait jamais imaginé voir à nouveau. Là, au centre de cette scène, Elias sentait que quelque chose en lui bougeait aussi. Une liberté qui dépassait les murs, quelque chose qui commençait à guérir. Plus tard, sous le ciel orange du crépuscule, Elias marchait lentement à travers le champ où il avait l'habitude de s'entraîner à sauter avec Spirit. Ses pas étaient instables mais fermes, comme ceux de quelqu'un qui réapprend à marcher sur son propre terrain. Miguel, au loin, regardait en silence. Sur le porche de la maison, une petite valise l'attendait avec des vêtements propres et une lettre manuscrite. Un message de bienvenue et d'espoir. En entrant dans la maison, Elias fut enveloppé par l'odeur du vieux bois et des souvenirs qu'il contenait. Il toucha les meubles, regarda les tableaux, reconnut les marques sur les portes. Il se sentait comme un étranger dans sa propre histoire, mais aussi comme un survivant. Avec une couverture sur ses épaules, elle s'assit sur le sol du salon, ferma les yeux et se permit de pleurer, non pas pour la douleur qu'elle avait endurée, mais pour avoir enfin la chance de passer à autre chose. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne perce l'horizon, Eli se leva. La rosée recouvrait l'herbe et le froid mordait encore sa peau, mais il y avait un but dans ses mouvements. Il se dirigea vers l'écurie, prépara soigneusement la selle et appela Spirit, qui vint vers lui d'un pas calme. Sans hâte, il monta sur le cheval, sentant à nouveau le vieux poids de la selle contre ses jambes et le rythme familier de la démarche de l'animal. Le premier galop fut retenu, comme des retrouvailles entre deux corps qui avaient besoin de se redécouvrir. Mais alors qu'ils traversaient le champ ouvert, leur vitesse augmentait, le vent frappait le visage d'Elias et le bruit des sabots semblait chanter une chanson oubliée. Il n'y avait pas de barreau, pas de voix, pas de condamnation. Juste l'homme et son cheval, déchirant le champ comme deux survivants qui, malgré tout, croyaient encore au pouvoir du retour. C'était le galop de la liberté. Et cela résonnerait longtemps dans le cœur de ceux qui auraient le courage de l'écouter. Pour regarder la prochaine histoire qui vous fera verser des larmes, cliquez sur la vidéo à l'écran. On se retrouve là-bas.